Elisabeth Cazenave, bonjour. Vous êtes Bonjour. une spécialiste reconnue de la vie artistique en Algérie pendant la période française, et en particulier de ces peintres qui ont été en contact plus ou moins directement ou étroitement avec ce pays. Et je crois que c'est une des raisons qui vous a amené à vous intéresser à une institution bien particulière, la Villa Abdeltif, un peu oubliée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était cette villa? Comment vous avez été amené à vous y intéresser Voilà, aussi? comment j'ai été amenée à m'y intéresser. J'avais un grand-père qui s'appelait Jean Garabeuf, dit Charlet, qui avait une galerie rue Michelet à Alger. Et toute petite, j'ai été amenée à aller avec mes parents dans la galerie de mon grand-père qui faisait des expositions. Il était ensemblier décorateur, mais il avait une salle d'exposition et il était très ami avec le peintre Marius de Luzon, qui a été un des grands pensionnaires de la Villa Abdeltif. J'étais toute petite, vraiment. Mais je me rappelle de l'image de ce vieux monsieur qui devait se pencher avec tendresse sur la petite fille de son ami. Ensuite, bon, ben, il y a eu le désordre de la guerre et je suis revenue en France où j'ai travaillé avec mon parrain qui était le fils de Jean-Charles Garbeuf. J'ai éprouvé le besoin de commencer des études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, que j'ai mené à bien. Et je suis ensuite rentrée à l'Institut d'art et d'archéologie pour faire ma thèse de doctorat à la Sorbonne. À la fin de la première tranche de mes études, je suis rentrée dans les ateliers de restauration du Louvre. Et ça a été une expérience fascinante parce que j'ai pu comprendre beaucoup mieux l'histoire de la peinture. Et puis après, je suis partie aux États-Unis et je suis revenue. J'ai travaillé au musée de l'Orangerie. J'ai éprouvé le besoin, probablement parce que notre histoire a été malmenée sur l'histoire de l'Algérie, j'ai éprouvé le besoin de l'écrire. Et j'ai donc déposé ce sujet sur l'histoire de la Villa Abdeltif, un demi-siècle de vie artistique en Algérie, que j'ai soutenu avec beaucoup de difficultés. Alors j'ai eu mon diplôme, j'avais comme membre du jury Gustave Villemot, mais malheureusement, ma thèse de doctorat a disparu de la Sorbonne. Et j'ai tout de suite réagi en publiant la Villa Abdeltif, en faisant des conférences sur la villa. J'ai lancé une souscription qui a été tout de suite couverte. Donc j'ai pu publier l'histoire de la Villa Abdeltif et republier, parce que ça a été très très vite épuisé. Est-ce que à une époque où je crois le courant de la peinture figurative et spécifiquement orientaliste était peu à la mode encore? La Villa Abdeltif, les pensionnaires boursiers de la Villa Abdeltif ont été nommés par la Société des peintres orientalistes français. En fait, c'était les poulains. Et pourquoi la Société des peintres orientalistes avait ce besoin de promotion de jeunes artistes? Les peintres orientalistes avaient besoin de revivifier l'image d'un Orient qui était démodé. Démodé, oui, c'est Donc, ça. ils se sont appuyés sur ces jeunes artistes Abdeltif et ça a donné des expériences très intéressantes. Qu'est-ce que c'était cette villa Abdeltif? La Villa Abdeltif, c'est une des 3 institutions
créées par la France. Alors, vous avez la Villa Médicis, qui a été créée à Rome au XVIIIe siècle. Ensuite, vous avez la Villa Abdeltif, qui est la moins connue des trois. Et vous avez la Casa de Velázquez, qui a été créée à Madrid après la Première Guerre mondiale. Donc, cette villa, elle va s'ouvrir en 1907. Elle a reçu 87 artistes, dont 68 peintres. Le reste était un seul architecte et le reste étaient des sculpteurs. Alors, c'était situé dans le quartier de Mustapha Supérieur, dans les Hauts d'Alger. Elle était au-dessus du jardin d'essai. Elle est surplombée la baie d'Alger, donc c'était déjà une première vision merveilleuse de découvrir la baie d'Alger. Quand elle s'est ouverte en 1906, il n'y avait pas le musée des Beaux-Arts d'Alger qui s'ouvrira en 1930. Donc, elle surplombait le musée des Beaux-Arts d'Alger. Alors, c'était une ancienne villa turque qui avait appartenu à un propriétaire qui s'appelait Si Hamoud Ben Abdeltif. Donc, elle va garder le nom du propriétaire. En 1831, elle a servi de dépôt de convalescents de la Légion étrangère. Puis ensuite, elle a été la propriété des domaines. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Charles Jonner qui va la racheter pour la faire restaurer à ses frais. Donc Charles Jonner a été vraiment un des premiers mécènes, si je puis dire. Alors, Charles Jonner, donc, était gouverneur général de l'Algérie, avec des intervalles 3 fois. Il y a eu une conjonction d'événements heureux qui ont fait que cette villa a pu s'installer confortablement, si je puis dire. En 1906, il a rencontré à l'exposition coloniale de Marseille Léonce Bénédite. Et Léonce Bénédite était un personnage, a été très important, puisqu'il était président de la Société des peintres orientalistes français et qu'il était conservateur et directeur du musée du Luxembourg, qui était le musée d'art moderne de l'époque. Donc, ils se sont rencontrés et avec Jonner, tous les trois, ils ont pu construire la Villa Abdeltif. Voilà. Sur le plan culturel et sur le plan matériel. Et donc, tous les témoins s'accordent pour parler de cet endroit magnifique et des lieux. Donc, cette activité se déroulait dans un cadre qui a dû jouer un rôle et qui a participé au succès de la Villa Abdeltif. Alors, je vais peut-être me permettre de lire. En fait, comment on avait reconnu l'emplacement de cette villa, parce qu'il a bien fallu la signaler à Charles Jonner. À la suite d'un rapport intitulé « Réflexions sur les arts et les industries d'art en Algérie », qu'Arsène Alexandre, célèbre critique d'art à l'époque, adresse au gouverneur général de l'Algérie. Il reconnaît l'emplacement de cette future institution au cours d'une promenade qu'il avait effectuée avec Victor Barucan. Victor Barucan était journaliste de l'Akhbar, qui a été un des tout premiers organes de presse. Il avait reconnu cette villa, l'emplacement de la future Villa Abdeltif, avec Maxime Noiret, qui était l'artiste pionnier d'Algérie, né en Moselle et qui s'établit en Algérie à partir des années 1890. Voici ce que Arsène Alexandre écrivait dans son rapport. Il devrait exister à Alger, en dehors des musées, une maison des artistes. Cette maison peut être créée sans une aussi grande dépense que l'on pourrait croire. Son emplacement existe et il est merveilleux. C'est la maison des Abdeltif,
au-dessus du jardin d'essai et elle est en train de tomber en ruine. Cette demeure, qui est encore ravissante malgré son état de délabrement, est placée de telle sorte que les plus belles leçons de la lumière et les plus belles richesses de la nature s'y trouveraient en quelque sorte sous la maison des artistes qu'on y logerait. Sa terrasse, sa colonnade, sa cour intérieure, encore décorée de bruyantes céramiques, son entourage de luxuriante verdure en ferait un séjour enviable. Et la maison des Abdeltifs que j'ai visitée à plusieurs reprises est certes en mauvais état, mais remise en état et logeant des artistes, au lieu d'abriter au hasard quelques ouvriers, cette sorte de villa Médicis ou Kunsteros d'Alger deviendrait aussi célèbre qu'Ovier. Donc on avait prononcé le mot Villa Médicis et voilà. C'est bien ce parallèle. Alors, il y a une grosse différence entre la Villa Médicis et la Villa Abdeltif. Médicis était de tradition ancienne et elle était soumise à une réglementation sévère, alors que la Villa Abdeltif, elle échappait à toute forme d'académisme. Les artistes vivaient de façon indépendante et librement. L'Algérie a créé, sur le modèle de la Société des peintres orientalistes français, la Société des peintres orientalistes algériens, en 1897, où vous avez eu une suite qui a été donnée à une vision vécue et non plus rêvée de l'Algérie par les artistes. Donc on sortait du concept un peu étroit de l'orientalisme vers une notion plus élargie, plus lumineuse, vécue, plus moderne et vécue face à une réalité, et non plus à certains mirages. Alors cette institution devait nécessiter des budgets importants et réguliers. Est-ce que la Villa Abdeltif a su attirer l'attention de généreux mécènes, comme c'est souvent le cas pour certaines institutions? L'institution est financée par le gouvernement général de l'Algérie, mais les boursiers sont nommés par la Société des peintres orientalistes français, et ensuite, au fur et à mesure de l'histoire, vous aurez les anciens artistes Abdeltifs qui nommeront les futurs Abdeltifs. Pour le mécénat, l'Algérie, elle se développait économiquement, et à ce moment-là, il y a eu un besoin de s'affirmer culturellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une cette conjonction d'événements qui ont fait que la Villa Abdeltif a été créée. À ce moment-là, il y a eu un mécénat qui s'est aussi installé en Algérie parce qu'il y a eu de plus en plus d'amateurs éclairés. Et je dois mentionner deux grands mécènes. Louis Mellet, que l'on connaît mal. Pourquoi? Parce que Louis Mellet venait de Saint-Étienne et il s'est installé en Algérie. Il a fait fortune et il a ouvert sa maison qui s'appelait El Bahri, le jardin de la mer, où il a reçu ses premiers Abdeltifs. Il était en étroite relation avec Léonce Bénédicte et j'ai pu écrire avec intérêt cet ouvrage parce que j'ai eu accès à la correspondance de Louis Mellet avec Léonce Bénédicte et avec les artistes eux-mêmes. Donc les artistes, les premiers, ils sont revenus souvent parce qu'ils étaient accueillis par Louis Mellet. Alors il y a une deuxième collection, beaucoup plus connue celle-là, c'est celle de Frédéric Lang. Lang, il a constitué une collection importante, mais pas plus importante que celle de Louis Mellet. Mais celle de Louis Mellet, il a eu 7 enfants, elle a été dispersée totalement, vous comprenez? Tandis que celle de Frédéric Lang, il n'avait pas d'héritier,
il l'a donné à sa nièce, qui elle-même l'a donné en 62 aux musées nationaux. Ça a été une des collections majeures, la plus grande collection d'œuvres qui a été faite aux musées nationaux dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc voilà le rôle de ces mécènes, c'était d'accueillir, de fréquenter, d'aider, encourager les artistes, d'acheter leurs tableaux. Oui, et alors ils ont donné une impulsion, parce que quand on a commencé à faire des expositions, ils ont déclenché le goût des collectionneurs. On allait chez eux, on voyait leurs œuvres, il y avait une espèce de petit cénacle qui se formait autour d'eux. Hein. Voilà, justement, comment la Villa Abdelti fonctionnait-elle, j'allais dire, au cours de l'année, et comment s'effectuait la diffusion artistique en Algérie? Oui. Alors, je vais revenir peut-être un peu sur leur vie. Hein. Alors, ils vivaient un petit peu enfermés dans un lieu paradisiaque, hein, mais bon, c'était pas toujours facile parce qu'ils ont cohabité à un certain moment, à partir de la Première Guerre mondiale, ils ont cohabité à 4. Donc, c'était pas toujours facile de cohabiter. Mais ils étaient sous la haute autorité de leur intendante, Horia. Horia, c'était une maîtresse femme d'origine turque qui a servi de modèle à tous les Abdeltifs, parce que le grand problème, c'était les modèles. Il n'y avait pas de modèle. Donc, elle a eu une sœur, Baya, qui a servi aussi de modèle, Fifi, qui a été la cousine qui a peint Maguet. Enfin, bref. Donc, ils vivaient tout à fait librement. Hein, ils n'avaient pas beaucoup de contraintes. Et ils allaient, pour échapper à Abdeltif, à la villa Abdeltif, ils allaient rejoindre Tipaza, Tipaza qui était un site romain à 25 km d'Alger, je crois. Et ils étaient les hôtes du père Varin. Troisième grand collectionneur devant l'Éternel, puisque le père Varin possédait un hôtel, l'hôtel du Rivage à Tipaza, et il recevait les Abdeltifs qui, souvent pour payer leur pension, donnaient des œuvres. Donc Varin a eu la plus grande collection d'œuvres Abdeltifs. Malheureusement, il est mort. Sa femme est restée en Algérie, on ne sait pas du tout ce qu'est devenu la collection du père Varin. Alors pour finir avec Tipaza, c'est à un certain moment, le gouvernement général de l'Algérie a pris conscience que quand même il fallait qu'il bouge un peu. Alors ils ont construit, à partir de 1953, un studio. Et je dois dire aussi qu'ils avaient une possibilité de rejoindre Biskra, le château Landon, parce qu'il y avait une bourse qui avait été faite par M. Hirst, qui avait été administrateur, et qui a offert une bourse. Pour faire connaître. Pour les faire voyager, les faire sortir un peu de la villa, découvrir le sud, et puis plus tard, ils découvriront l'extrême sud. Ils partiront en mission scientifique avec Paul Dubois, par exemple, en 1928, il est parti avec une mission scientifique pour reconnaître alors le Sahara, beaucoup plus loin. Alors, il me faut souligner le rôle majeur, à partir de 1930, de Jean Alazard, qui a été le directeur du musée des Beaux-Arts d'Alger. Alors, le musée des Beaux-Arts d'Alger était situé sous la villa Abdeltif, donc il était particulièrement facile à Jean Alazard de venir faire un petit tour à la villa pour voir comment se comportaient les Abdeltifs. On est dans les années 30 et un peu après. Donc c'est une nouvelle génération d'artistes. Donc il y a eu parmi cette nouvelle génération des chouchous, alors notamment Clamens, qui est un artiste Abdeltif, mais qui a eu une courte vie puisqu'il est mort en 1933, Charles Dufresne,
Maguet et surtout Jean Launois. Il a consacré à ces artistes des expositions au Musée des Beaux-Arts d'Alger avec catalogue. Alors, la collection d'œuvres conservée par le Musée des Beaux-Arts d'Alger est aussi très importante, puisqu'il était convenu que le Musée des Beaux-Arts d'Alger achetait une œuvre à un artiste de la pensionnaire, mais qu'il devait donner aussi une autre œuvre gratuitement. Ils en ont donné quelquefois plusieurs, donc il y a une très très grosse collection d'œuvres des adoptifs. Malheureusement, je n'ai pas eu accès à l'inventaire de cette grande collection. Si vous aviez 3 peintres à nommer qui étaient les plus représentatifs de cette villa Abdeltif. Par affection, je vais nommer de Buzon, Maurice de Buzon. Pourquoi par affection? Mais parce qu'il est resté en Algérie. Il est resté en Algérie parce qu'il y a certains Abdeltif qui ont choisi de s'établir et qui ont été les promoteurs de l'école d'Alger. C'est pour ça que j'ai commencé par la villa Abdeltif. On ne peut pas penser l'école d'Alger sans penser aux éducateurs qui ont été les Abdeltif. Ils ont été professeurs, ou à titre privé ou à titre public. Ils ont été professeurs à l'école des Beaux-Arts d'Alger, comme Léon Covy, qui a été le premier pensionnaire avec Jouve. Ils ont ouvert quelquefois des ateliers à titre privé. Donc Maurice de Buzon, il est Bouviol aussi, il est resté en Algérie et il a été le grand peintre du Mzab. Hein, le Mzab, c'est Bouviol. Bon, après, parmi ceux qui n'ont fait qu'un aller-retour, je pense à Jean Bouchot, qui a été le peintre colonial par excellence. Je penserai à Launois, qui est mort, qui a été un artiste merveilleux. Enfin, je ne m'arrêterai pas de citer des noms. Sans parti pris, la villa Abdeltif était un terreau favorable et a vraiment rempli son rôle. Ah, je pense. Finalement, les autorités algériennes, après l'indépendance, ont laissé la villa se détériorer, être occupée. Donc, on a fait appel à des restaurateurs italiens qui ont restauré la villa. Et finalement, c'est devenu un centre culturel. Alors, pour ces Abdeltif, ça a beaucoup compté dans leur carrière. Ils ont été très imprégnés par les 2 ou les 4 ans qu'ils ont. Par exemple, il y en a qui sont revenus. D'Amboise, qui a été un grand artiste, sculpteur, il est revenu en Algérie à plusieurs reprises. Ils avaient quelquefois la possibilité de loger à la villa. Mais pour tous, ça a énormément compté dans leur carrière et ça leur a ouvert d'autres horizons et ça a été bénéfique pour la poursuite de leur destin d'artiste. Madame Cazenave, je vous remercie. Cette villa Abdeltif, vous nous l'avez fait connaître et je crois qu'elle mérite d'être étudiée, évoquée et qu'elle poursuit son destin à travers les mémoires. Et je terminerai cette intervention par quelques phrases prononcées par Claude Monet, illustre impressionniste, au moment où il effectuait son service militaire en Algérie entre 1860 et 1862. Vous ne pouvez imaginer à quel point j'y accrus mes connaissances et combien ma perception y gagna. Je ne le réalisais pas immédiatement. Elle ne devait être exploitée que bien plus tard. Elle portait en germe mes futures recherches. Et on peut dire que tous les artistes Abdeltif se font l'écho de cette impression. Alors, ils ont joué un rôle quand même remarquable et qui
qui se perpétue encore aujourd'hui, et si je puis dire, je ne sais pas, mais ils ont eu des commandes de l'État, et notamment, par exemple, je pense à d'Amboise, qui a réalisé le monument aux morts du Fondouc, et qui a pris pour modèle Fifi. Je pense à Bigonnet, hein, lui qui est resté, puisqu'il a décoré de haut relief le monument aux morts d'Alger, de Charles Landowski, mais toute la couronne a été faite par Bigonnet. Donc ces artistes ont été reconnus, c'est ça que vous voulez dire? Ah oui, oui, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a eu des collections qui se sont formées, des collections privées, on les a évoquées, mais il y a eu le musée colonial. Le musée colonial de la Porte Dorée, qui avait été ouvert par le maréchal Lyautey en 1931, au moment de l'exposition coloniale de 1931. Et alors, on a créé un fonds de tous ces artistes, hein, aussi bien les Abdeltifs que les artistes de l'école d'Alger. Et ils sont restés, alors le musée des colonies, il est devenu le musée de la France d'outre-mer, et puis après, il est devenu le musée de l'immigration. Ces collections, il n'y a jamais eu de catalogue véritablement qui a été fait. Ces œuvres ont été transférées au musée des Arts Premiers. Alors, vous avez le musée des Arts Premiers, vous avez aussi le musée des années 30 qui conserve des œuvres des Abdeltifs, notamment de Covy, de Jouve et de quelques-uns de Bouchot. Hein, j'évoquais avec la peinture de Jean Bouchot les présents aux nouveau-nés qui est conservé au musée des années 30 et qui marque la première naissance de la fille de Jean Bouchot à la Villa Abdeltif, qui a été un événement. Mais le fond le plus important, c'est le Quai Branly, c'est le musée des Arts Premiers. Le musée des Arts Premiers. La Villa Abdeltif attend toujours sa consécration. Au moins qu'on évoque son histoire. Hein. Et alors, elle a entraîné la disparition de tous ces peintres coloniaux. Je disais Jean Bouchot, ça a été un peintre majeur. Ensuite, il y a eu Paul-Élie Dubois. Alors, Paul-Élie Dubois, j'ai consacré une monographie à Paul-Élie Dubois, tout de suite épuisé, le livre. Il y a 2 ans, il y a eu une exposition Paul-Élie Dubois au musée de Montbéliard, parce qu'il était originaire de cette région. Hein. Donc, il y a eu une grande exposition. Mais voilà, Bouchot, rien, alors que c'est énorme. Il a été le reporter. Il est descendu, il a été en Thaïlande, au Mékong, il a été en Afrique équatoriale, il a été au Sénégal, il a été le peintre reporter. Donc, il y a un témoignage extraordinaire de ces artistes. Alors, je dis, on peut admettre qu'il y a toujours l'histoire de balancier et que l'heure viendra. Enfin, Abdeltif, le livre, il a été publié 2 fois sans promotion. Aucun éditeur n'en a voulu. Et il a été publié 2 fois, il a été épuisé, il doit m'en rester une dizaine. Mais bon, voilà. Mais c'est dommage. Mais gardons espoir. Et c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter. Madame Cazenave, je vous remercie. Et je vous remercie également.